Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie ? Ça tombe bien, on est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. On peut faire tourner de la pâte à pizza, on peut jouer du piano, on peut tenir une pancarte en manifestation, mais on peut aussi réviser. Aujourd'hui, on vous présente le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie sur 5 doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour les figures de style. Coup de pouce. Tout d'abord, le pouce pour un petit coup de pouce afin de bien comprendre le contexte de création de l'œuvre. La Boétie a rédigé son célèbre discours vers 1548, alors qu'il était encore étudiant en droit à l'université d'Orléans. Bien qu'écrit très jeune, ce texte témoigne d'une grande maturité intellectuelle et montre qu'Étienne de la Boétie est tout à fait conscient des enjeux politiques, philosophiques et artistiques de son temps. À l'époque, nous sommes sous le règne d'Henri II, une monarchie autoritaire, de droit divin, fondée sur le principe de soumission du peuple à son roi. L'autorité du pouvoir royal s'appuie sur une administration et une hiérarchie sociale très strictes. En cela, Henri II poursuit le travail de son père, François Ier. Une vieille expression disait « si veut le roi, si veut la loi ». En gros, c'est le roi qui fait la loi. Et le pouvoir royal peut se montrer dur, voire violent. Par exemple, en 1548, une grande révolte paysanne secoue le sud-ouest. L'impôt sur le sel, nommé la gabelle, et les réglementations autour de l'échange du sel deviennent de plus en plus sévères. Or, dans ces régions où le sel s'échangeait plus librement, cela ne passe pas. De la contrebande s'organise et des soldats, parfois surnommés les chevaucheurs du sel, ça sonne super bien, surveillent la population. Face à ces tensions, des révoltes finissent par éclater au printemps 1548. Face au soulèvement des paysans qui exigent la libération de prisonniers et la fin de l'impôt, le pouvoir s'organise. Il faut dire que l'insurrection grossit rapidement et devient de plus en plus radicale et violente. On assassine même des agents du roi. Henri II ordonne alors une répression sans pitié. Des centaines de personnes sont condamnées à mort ou torturées. Forcément, ces événements ont touché la Boétie et d'après certains, ils auraient même pu déclencher la rédaction de son célèbre discours, entamé à peu près à la même période. En plus de ces tensions politiques, la question religieuse est également très vive, puisque le XVIe siècle est marqué par les débuts des guerres de religion. Avec l'émergence de la réforme protestante en Europe, à partir de 1517, les protestants, surnommés péjorativement les huguenots, sont de plus en plus nombreux et remettent en question le pouvoir de l'Église, ce qui inquiète les autorités catholiques. L'autorité royale, craignant le désordre, devient de plus en plus répressive et cela transparaît dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie. En 1534 a lieu l'affaire des placards. Alors, rien à voir avec un montage de meubles Ikea qui aurait mal tourné. De toute façon, Ikea n'existait pas encore. Non, il s'agit en réalité de textes anticatholiques qui ont été placardés dans plusieurs lieux de Paris, ce qui renforce la crainte des catholiques à l'encontre des protestants. De son côté, la Boétie est influencée par la pensée humaniste qui se diffuse à son époque sous l'impulsion de François Ier, puis de son successeur, Henri II. L'Europe connaît de nombreux bouleversements intellectuels. La découverte de nouveaux territoires comme l'Amérique, la naissance de l'imprimerie ou la lente victoire du français qui s'impose comme langue officielle du pays. Dans ce contexte d'effervescence, la Boétie baigne dans l'humanisme, un courant de pensée qui place l'humain, sa liberté et sa raison au cœur des préoccupations. Ce courant repose notamment sur l'exploration du savoir de l'Antiquité et justement, la Boétie connaît bien les auteurs antiques
qui critiquaient déjà la tyrannie et célébraient la liberté. Par exemple, Xénophon, Plutarque, Tite-Live ou Platon, qui présentent les modèles de la démocratie athénienne et de la République romaine. C'est pourquoi on trouve dans le discours de la servitude volontaire beaucoup de références littéraires et historiques liées à l'Antiquité. Mais cela ne veut pas dire que la Boétie ne s'intéresse pas à son époque. Il apprécie aussi les auteurs de son temps, comme Pierre de Ronsard ou Joachim du Bellay. C'est donc dans cette période sous tension et influencée par les auteurs antiques, comme par les penseurs modernes, qu'Étienne de la Boétie, âgé d'environ 18 ans, se lance dans la rédaction de son œuvre la plus célèbre, le discours de la servitude volontaire. L'index. Ce qui nous amène à l'index, qui va nous servir à parler de la structure du texte. Le discours de la servitude volontaire, aussi appelé le contraint, a été publié par fragments en 1574, puis intégralement en français en 1577. Il n'a pas été publié du vivant de la Boétie, mais il circula, longtemps et discrètement, sous forme manuscrite. Sa diffusion était discrète, à la fois parce que son propos était radical, mais aussi parce que la Boétie devait vouloir choisir ses lecteurs afin d'être bien compris. Mais nous y reviendrons. Dans la forme, le discours ne suit aucun plan apparent. Il ne compte ni partie ni chapitre, mais se caractérise par sa forme libre, fluide, qui le rapproche de l'essai philosophique avec des digressions. Attention, qu'il n'ait pas de plan apparent ne veut pas dire qu'il n'a pas de structure logique, bien au contraire. Le discours suit en réalité une progression tout à fait logique. D'abord, nous sommes face à un constat, celui de l'étrangeté de la soumission. C'est une chose certes frappante, et toutefois si commune qu'il faut plus en souffrir et moins s'en étonner, que de voir des millions d'hommes servir misérablement, le coup passé sous le joug, non pas contraints par une force supérieure, mais en quelque sorte, me semble-t-il, comme enchantés et charmés par le nom d'un seul, dont il ne devrait ni craindre la puissance, puisqu'il est seul, ni aimer les qualités, puisqu'il est à leur égard inhumain et cruel. La Boétie pose une question simple. Les hommes obéissent au tyran alors qu'ils pourraient se rebeller. Pourquoi ? L'homme serait naturellement libre, mais il accepterait la servitude ? Ce qui est étrange et nous amène ensuite à la recherche des causes de la servitude volontaire. Ici, il note que la servitude n'est pas naturelle, mais vient en partie de l'habitude, d'une soumission transmise de génération en génération. La nature de l'homme est bien d'être franc et de vouloir l'être, mais sa nature est aussi telle que naturellement, il tient le pli que l'éducation lui donne. Disons donc ainsi qu'à l'homme semblent naturelles toutes les choses auxquelles il est éduqué et s'accoutume. Mais pour lui, est naturel seulement ce vers quoi la nature simple et non altérée l'appelle. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Né esclave, l'esclave n'arrive pas à imaginer d'autre état et se retrouve donc piégé. La Boétie explique alors les ruses employées par le tyran pour soumettre son peuple. Grâce à un système pyramidal de complices qui profitent de l'ordre établi et ne vont donc pas s'y opposer, le tyran peut utiliser une arme puissante, le plaisir. Du pain, des jeux et des divertissements détourne le peuple de la révolte, l'anesthésie pour mieux le manipuler. Ce constat étant fait et son analyse achevée, la Boétie conclut en proposant une solution. Il faut cesser d'obéir. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Attention cependant, la Boétie n'appelle pas à prendre les armes de manière irréfléchie. Il s'adresse au contraire à des gens intelligents et éclairés. Si la servitude ne tient que parce que le peuple y consent, il faut que le peuple cesse de l'accepter. Le tyran est seul et peut donc être vaincu. Ce discours repose sur un plan assez classique pour un étudiant ayant bien écouté ses cours de rhétorique hérités de l'Antiquité. Il contient une introduction, l'exorde, pour accrocher l'attention du lecteur, puis un développement sous forme d'analyse,
Et enfin, ce qu'on appelle une péroraison, la conclusion du discours, s'adressant au lecteur, l'invitant à s'éveiller. Cette construction, qui semble libre et naturelle tout en étant solide, permet à la Boétie d'aborder plusieurs thèmes essentiels, comme nous allons le voir avec le doigt suivant. Élément majeur. Et nous voici au majeur. Ce doigt va nous permettre de présenter des thèmes majeurs abordés par la Boétie. Il y en a beaucoup dans ce si petit texte. Nous allons nous focaliser sur 2 thèmes en particulier. Le concept de servitude volontaire et la question de la liberté. La servitude volontaire est dans le titre et au cœur du texte de la Boétie. Notez avant tout que cette expression est un paradoxe, c'est-à-dire l'association de 2 idées qui pourraient paraître contradictoires, servitude et volontaire. C'est un concept violent quand on y pense, puisque l'auteur déclare que les peuples ne sont pas asservis par la seule force des tyrans, mais qu'ils acceptent la soumission. En analysant la domination du point de vue des dominés, la Boétie présente une victime qui serait donc en partie responsable de ce qui lui arrive. Ce serait une victime partiellement consentante, même si ce consentement est passif, hérité ou intégré depuis l'enfance. On comprend que ce soit scandaleux et que ça ait pu choquer. C'est une posture assez radicale puisqu'elle sort du simple schéma tyran-victime pour dévoiler une situation plus complexe. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être serf ou d'être libre, quitte la franchise et prend le joug. Pour la Boétie, le pouvoir tyrannique n'existe que parce qu'il y a consentement de la part de ceux qui servent. Le ton est violent et la Boétie veut choquer. Il déclare ouvertement que le tyran n'existe que grâce à ceux qui acceptent d'être tyrannisés. Celui qui vous maîtrise tant n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps et n'a rien d'autre que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, si ce n'est que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux par lesquels il vous épie, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont les vôtres? Attention, la posture du tyran est très critiquée et apparaît comme vicieuse. La Boétie ne fait pas dans la dentelle et montre toute la violence des abus de pouvoir, parfois avec un vocabulaire très cru. Vous brisez sous la peine vos personnes, afin qu'ils puissent se bichonner dans ces délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus fort et plus dur, pour vous tenir plus courte la bride. Et de tant d'indignité, que les bêtes elles-mêmes ou ne les sentiraient point, ou ne l'endureraient point, vous pouvez vous délivrer, si vous essayez, non pas en vous délivrant, mais seulement en voulant le faire. La servitude apparaît chez la Boétie comme une véritable soumission qu'il compare même à une maladie et qui prive l'homme d'une de ses plus grandes richesses, sa liberté. La liberté est un concept très important en philosophie. Pour la Boétie, l'homme naît libre, il s'agit de son état naturel. Les hommes qui deviennent esclaves le seraient donc de manière non naturelle. Pour que l'homme se libère, il doit d'abord se libérer de lui-même, de ses habitudes, de ses manières de penser qui le condamnent à considérer la servitude comme un état normal. Il doit donc lutter contre le pouvoir en utilisant sa raison. Soyez résolu de ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même s'effondrer et se rompre. Chez la Boétie, le pouvoir injuste repose sur un système complexe, avec des complices et des mécanismes de contrôle. L'individu doit donc lutter contre tout ce qui le détourne de la vérité. Les divertissements, les récompenses, les peurs qui permettent de le contrôler. Il doit refuser de soutenir le tyran par sa soumission et sa passivité. Alors, il verra la fragilité du système qui le domine. Pour se révolter,
l'humain doit d'abord prendre conscience de ce qui se joue en lui-même. C'est une révolte intérieure avant d'être une révolte extérieure. Il suffirait de ne plus obéir et le tyran s'effondrerait seul, comme l'explique sa métaphore marquante du feu qui s'éteint tout seul quand on cesse de l'alimenter. Et voilà pour ces 2 thèmes majeurs à bien avoir à l'esprit quand on étudie le discours. Prêt à passer au doigt suivant ? L'annulaire. L'annulaire, c'est le doigt de l'alliance, le symbole du mariage, de l'union. Ce doigt va nous permettre de voir, rapidement, comment le texte de la Boétie épouse le parcours proposé dans le programme du bac. L'intitulé du programme est le suivant : Défendre et entretenir la liberté. Le thème au programme invite à réfléchir à ce qu'est la liberté, une notion fondamentale en politique. Et si on pose la question de la liberté, on pose aussi la question des contraintes et des oppressions, ce qui conduit à des interrogations morales, philosophiques et politiques. D'après l'intitulé du parcours, la liberté doit être défendue et entretenue. La présence des verbes d'action « défendre » et « entretenir » sous-entend que la liberté n'est pas un état passif, acquis, pire, que la liberté n'est pas assurée. L'être libre et éclairé doit être responsable de sa liberté. S'il doit la défendre, c'est qu'elle est menacée. S'il doit l'entretenir, c'est qu'elle peut être abîmée. Pour la Boétie, la défense de la liberté est essentielle. La liberté, qui est toutefois un bien si grand et si agréable qu'une fois perdue, tous les maux viennent à la file, et les biens eux-mêmes qui demeurent après elle perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. Pour la Boétie, tous les hommes seraient égaux et également raisonnables. Ils devraient tous savoir que la liberté est un bien à chérir, à entretenir et, s'il le faut, à défendre. Cette défense est même naturelle. La liberté est naturelle, et par là même, à mon avis, que nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, mais aussi avec le désir de la défendre. Il s'agit d'un combat difficile, ingrat, mais nécessaire. Pour bien défendre et entretenir la liberté, il ne faut pas qu'être uni, il faut aussi être intelligent, éclairé et cultivé. Les êtres humains conscients et intelligents pourraient donc s'unir, devenir amis et construire une société juste et vraiment libre. Dans son discours épidictique, c'est-à-dire élogieux, la Boétie construit un plaidoyer pour la liberté, valeur fondamentale et essentielle au bien-être comme au bonheur humain. À l'oreille. Et nous voici déjà au dernier doigt, l'auriculaire, le doigt de l'oreille, qui va nous permettre d'étudier le travail stylistique de la Boétie. En effet, si le discours de la Boétie a un fondement politique et philosophique indéniable, il s'agit également d'une œuvre littéraire avec ses particularités. Tout d'abord, il faut noter que le discours multiplie les références à des œuvres littéraires célèbres. Dès le début, l'auteur nous parle d'Ulysse, célèbre héros mythologique, mis en scène par Homère. Mais si, vous l'avez probablement étudié au collège, c'est celui qui croise les sirènes et affronte un cyclope un peu neuneux. En plus de cette référence très célèbre, la Boétie donne également de nombreux exemples mythiques, bibliques ou historiques qu'il tire de ses connaissances antiques, créant une certaine affinité avec le lecteur cultivé, qui se dit « Ah oui, j'ai la ref ». En plus de ces exemples habilement choisis, le discours multiplie des figures de style, utiles à mémoriser pour analyser l'œuvre. Tout d'abord, le texte contient des dizaines de questions rhétoriques. Évidemment, l'auteur ne s'attend pas à ce que vous répondiez. Il s'agit d'un discours, pas d'une conversation. Poser ces questions permet à l'auteur de rythmer son texte, de maintenir l'attention du lecteur, mais aussi de lui faire prendre conscience de contradictions évidentes dans notre manière de vivre. Mais, ô bon Dieu, que peut être cela ? Comment dirons-nous que cela s'appelle ? Quel malheur est celui-là ? Quel vice, ou plutôt quel malheureux vice ? Le texte contient également beaucoup d'énumérations et de gradations. Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien. Vous vous laissez emporter sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, voler vos maisons,
et les dépouiller des meubles anciens et paternels. Ces listes permettent des montées en puissance et doivent gagner l'adhésion du lecteur en mettant en scène l'absurdité politique que crée la tyrannie d'un sur tous. La Boétie mélange même interrogation et gradation pour renforcer son effet. Si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes, ne pas assaillir un seul, dont le mieux traité de tous en reçoit le mal d'être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela ? Dans la même idée, le discours contient de nombreuses adresses au lecteur. En s'adressant directement à nous, la Boétie veut nous rendre actifs dans la réflexion. Il veut partager ses analyses et nous inviter à penser avec lui. C'est Montaigne qui a qualifié le texte de discours dans le sens d'exercice rhétorique didactique, mais la Boétie était un orateur réputé et son texte contient de nombreux éléments oraux. Dès le début, il présente le héros Ulysse s'exprimant en public et son texte contient également des apostrophes et des adresses à des personnes telles que Guillaume de Lurlonga. La Boétie a également choisi d'écrire son texte en français et non en latin, ce qui n'est pas anodin à l'époque et révèle une véritable démarche politique. Enfin, il faut aussi être très attentif aux analogies que fait la Boétie dans son discours, déjà parce qu'il y en a beaucoup, et surtout parce qu'elles permettent souvent d'expliciter ses idées de manière très accessible. Une analogie, pour rappel, ça consiste à mettre deux choses en rapport. La comparaison de deux éléments différents permet souvent de rendre une idée plus claire. À titre d'exemple, la Boétie compare la servitude à une maladie et il compare les hommes à des végétaux ou à des animaux. Ne pensez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la chasse, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, s'accroche plus vite à l'hameçon que tous les peuples se laissent vite prendre à la servitude. Cette analogie-là permet de bien faire comprendre la responsabilité du peuple qui, sous les traits d'animaux fragiles, se laisse prendre par les prédateurs. Et il en fait beaucoup d'autres tout au long de son court texte. Les élus du peuple le traitent comme s'ils avaient pris des taureaux à dompter. Les conquérants en font usage comme de leur proie. Les successeurs pensent en faire usage ainsi que de leurs esclaves naturels. Il faudra y être attentif pendant votre étude. Et voilà pour le point de la Boétie. Le discours de la servitude volontaire est une œuvre petite par la taille, mais grande par sa puissance et son influence. Chérie par Montaigne, elle a profondément inspiré des philosophes tels que Rousseau ou Deleuze. Texte aussi bien salué par les révolutionnaires que par les communistes, les anarchistes ou les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale, le discours a fait et fait encore débat aujourd'hui, près de 500 ans après sa rédaction. Œuvre ouverte, elle ne donne pas de solution ni de marche à suivre. Ce n'est pas un mode d'emploi. Elle invite à la réflexion et c'est ce que vous allez faire au cours de l'année. Il faut prendre ce livre comme une invitation à se regarder soi-même, à analyser ses comportements et à se poser des questions essentielles. Par exemple, quelle est notre liberté aujourd'hui ? Dois-je forcément obéir aux injonctions politiques ou à celles des algorithmes ? De nombreuses questions que vous allez devoir vous poser en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que membre d'une société démocratique bousculée par des jeux de pouvoir qui pourraient attaquer et abîmer cette liberté si précieuse qu'elle se trouve même dans la devise de notre pays. Pour en apprendre un peu plus sur Étienne de la Boétie, sa vie, ses influences et ses amitiés, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast Dans la valise d'Étienne de la Boétie. Il est excellent. Et révisez bien, histoire de ne pas perdre la main.